Flavien Neuvy, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur de l'observatoire CTLM. Oui. On le sait. C'est ça. Voilà. Tu as d'autres casquettes. J'ai découvert. Donc, Plein de casquettes. Une mairie, supporter des Verts, supporter stéphanois, une chaîne qui cartonne, qui s'appelle d'ailleurs Carton Rouge. Carton Rouge TV, voilà. Carton Rouge TV, incroyable. Je découvre aussi que tu es dans la prod maintenant. Écoute, oui, c'est ça. Quand on fait de la vidéo, forcément, on s'intéresse au montage et tout ça. Donc, c'est un univers très intéressant. Mais c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Oui, exactement. Mais là, tu vois, je suis content de t'inviter du coup dans des conditions un peu plus appropriées que les derniers premiers échanges qu'on avait fait ensemble sur Univers VO. Donc, ouais, voilà, tu vois, nous, on monte aussi, on a un petit studio qu'on loue. C'est mignon, c'est tendre, c'est cosy et c'est très bien. Bon, est-ce que ensemble, on peut revenir sur la dernière étude marché auto de l'Observatoire CTLM? J'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur les derniers gros enseignements que cette étude a révélé sur notre marché adoré de l'automobile. Écoute, au départ, il faut partir de l'idée initiale. L'idée initiale, c'était de se dire qu'au fond, on a un marché automobile en France, en Europe, mais restons en France, qui est en souffrance, en réalité, depuis la crise du Covid. Sur les 20 dernières années, entre 2000 et 2020, on avait un rythme de croisière d'environ 2 100 000 véhicules neufs par an, VP. Et puis, depuis 2020, depuis la crise Covid, on tourne à 1,6 million, 1,7 million. Donc, il manque 400 à 500 000 voitures chaque année. Ce qui est très nouveau, c'est que c'est une crise qui dure, au fond, parce que l'industrie automobile, elle a déjà traversé d'autres crises. Mais là, la particularité, c'est que c'est une crise quand même profonde, c'est-à-dire des volumes très faibles sur une durée longue. Et donc, l'idée de cette étude, c'était de voir dans quelle mesure le marché pouvait rebondir, quels étaient les leviers, finalement, à activer pour pouvoir faire repartir les ventes de l'avant, étant entendu que l'industrie automobile, ça reste une industrie de volume. Il y a pu y avoir une illusion à un moment donné de se dire « Ah oui, on n'a plus besoin d'avoir autant de clients, on va privilégier la marge. » On a la marge. Voilà, on a la marge. Les volumes, c'est plus le sujet. Oui, mais ça ne tient pas longtemps parce qu'en fait, l'industrie automobile, ça reste une industrie de volume. C'est une industrie qui est hautement capitalistique. Elle mobilise beaucoup d'argent. Il y a des unités de production qu'il faut faire tourner. Et donc, à un moment donné, on a besoin d'avoir des volumes. Et donc, l'idée de cette étude, c'était ça, c'était d'identifier les leviers du rebond, si rebond il y a et si rebond et s'il est possible. Alors, première instruction, est-ce qu'un jour, on peut espérer de retour à plus gros volumes que ceux qu'on a aujourd'hui ou, comme tu le dis, c'est installé, ça ne bougera plus? La France est un marché 1,6 million, peut-être 1,7 million de véhicules. Je ne crois pas. Je pense qu'on peut repartir. Alors, dire qu'on va retoucher les 2 millions, 2 millions 100, je pense que ça paraît difficile, en tout cas à court terme. Mais aller chercher les 1,8 million, ça me paraît être un objectif raisonnable à horizon 2027-2028 peut-être. Tout ça dépendra évidemment d'un élément qui est très déterminant pour les marchés automobiles, c'est le contexte éco. On sait très bien qu'il y a une corrélation forte entre le niveau de croissance économique et les niveaux de vente. D'ailleurs, on l'a vu en 2025 de façon assez spectaculaire, par exemple en Espagne, qui s'est plutôt très bien comporté. Mais on l'avait vu lors de notre dernière discussion de l'année dernière sur la précédente étude qui montrait que l'Italie et l'Espagne étaient des marchés moteurs avec des prix plus hauts et des volumes plus importants. Oui. Et on voit bien que quand on a une croissance de plus de 2%, en Espagne c'était quasiment 3%, forcément ça porte les ventes parce que le taux de chômage baisse, les ménages reprennent confiance, les entreprises elles ont un carnet de commandes qui est plutôt confortable, donc elles peuvent changer leur véhicule, leur flotte, et donc tout ça porte les marchés. Donc on va dire qu'à croissance à peu près équivalente, aujourd'hui on est plutôt autour de 1% de croissance en France. Malheureusement, on n'est pas suffisamment haut, mais on peut quand même espérer voir les ventes repartir un peu de l'avant parce qu'il y a des besoins de renouvellement tout simplement et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clients, qui soient particuliers ou entreprises, qui ont allongé finalement la durée de détention de leur véhicule. Mais à un moment donné, ça s'arrête. Et donc, il y a des besoins de renouvellement qui commencent à se faire sentir. On a identifié les causes, ou au moins une piste qui peut expliquer aussi la tension sur le marché. Toi, qu'est-ce que tu vois comme levier? Du coup, qu'est-ce que tu as pu identifier comme levier? Il y en a plusieurs. Certainement, j'en vois deux essentiels. Le premier, c'est les prix. Le deuxième, c'est la réglementation. Sur les prix, clairement, on a eu un excès de la part des constructeurs. Ils ne portent pas toute la responsabilité parce que j'entends bien dans le discours général une espèce d'idée reçue qui consiste à dire que les constructeurs sont responsables de tout. Il faut un coupable. Il faut un coupable et c'est les riches. Bien sûr, ils ont une part de responsabilité, mais pas que. C'est-à-dire que, évidemment, leur part de responsabilité, c'est qu'ils ont eu tendance à privilégier les segments premium, haut de gamme, parce que ce sont des véhicules qui sont plus chers avec des marges plus confortables.
on peut pas reprocher à une entreprise d'avoir envie d'avoir des marges les plus confortables. Je pense que n'importe quelle entreprise préfère faire des marges élevées. Néanmoins, cet exercice s'est heurté à une réalité, c'est que beaucoup de ménages aujourd'hui n'ont plus les moyens d'acheter un véhicule neuf, ou même ceux qui ont les moyens de mettre 37 ou 38 000 euros dans un véhicule neuf ne veulent pas mettre autant d'argent, donc ils se reportent vers le marché de l'occasion. Et donc, du coup, ils ont créé une rupture avec une partie de leur clientèle. On le voit, hein, je donne toujours ce chiffre, mais il est assez spectaculaire. Il y a 30 ans, on avait 7 à 8% des ménages qui achetaient un véhicule neuf chaque année en France. Aujourd'hui, on est à 2,5%. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement au nombre d'immatriculations ? Dans les années 90, on était à peu près 1,3 million VP aux particuliers chaque année. Là, on est à 700 000. Donc, on a un effondrement des ventes aux particuliers. Donc, si on veut voir les volumes repartir de l'avant, il faut retrouver ces clients particuliers, au moins une partie d'entre eux, et donc, il va falloir baisser les prix. Plus facile à dire qu'à faire, parce qu'évidemment, derrière, c'est comment fait-on pour baisser les prix. Je crois qu'il va falloir, et je pense que les constructeurs sont en train de bouger sur ces lignes. D'abord, ils vont avoir des politiques commerciales un peu plus agressives, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des moyens commerciaux à la disposition du réseau. On le constate, les distributeurs sont déjà informés, des plans sont en cours pour augmenter les volumes. Il faut augmenter les volumes, donc ils vont faire ce qu'il faut pour pouvoir être un peu attractifs. Et d'ailleurs, on commence à voir les prix moyens qui commencent un petit peu à baisser, donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, certainement, ce sera de faire des véhicules plus simples. Et dans notre étude, on montre que les automobilistes sont prêts à avoir des véhicules un peu plus simples. Alors bien sûr, ils sont contraints par la réglementation, c'est pour ça que je dis qu'ils ne sont pas les seuls responsables. Quand on a des normes européennes qui imposent des équipements en matière notamment de sécurité routière à tous les véhicules, je veux dire qu'on mette des détecteurs de franchissement de ligne sur des grosses berlines qui sont essentiellement en cycle autoroutier pour éviter que les gens qui s'endorment au volant finissent de l'autre côté de la 2x2 voies. Très bien, mais qu'on équipe des mini-citadines qui sont en cycle urbain quasiment exclusivement de ces équipements qui coûtent très cher, ça paraît pas très opportun. Donc, évidemment, la réglementation a aussi tiré les prix vers le haut, mais si ils veulent effectivement proposer des véhicules plus accessibles, il faudra faire des véhicules un peu plus petits, certainement, retrouver les segments des mini-citadines, le préempter de nouveau, des véhicules plus simples, moins équipés aussi en équipement électronique technologique, hein, parce que là aussi, il y a une inflation. Donc, c'est possible. Donc, premier levier, les prix. Et le deuxième levier qu'on a identifié dans cette étude, c'est clairement le levier de la réglementation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas changer tous les 10 ans complètement de stratégie et de politique publique. Les politiques publiques ont un impact majeur sur les ventes de véhicules neufs. Il y a 15 ans, c'était le Grenelle de l'environnement en France, bonus-malus écologique, et on versait un bonus à chaque fois qu'on achetait un diesel. À chaque fois que quelqu'un achetait un véhicule diesel, il touchait un bonus. Donc le message d'il y a 15 ans, c'était de dire aux Français, acheter du diesel, c'est bon pour la planète. C'était le Grenelle de l'environnement. Oui, bonus, voilà. Très bien. Et le message envoyé aux constructeurs, c'est investissez dans le diesel puisque ça émet moins de CO2. En plus, on avait ce côté un peu cocorico, nous, sur le diesel. En plus, on était champion du monde. Donc 2011, 75% des immatriculations diesel. Quelques années après, on dit non. C'est l'ennemi. Maintenant, on s'est complètement trompé. Effet de serre. Et en fait, maintenant, on va vers le 100% électrique, très bien, mais tout ça, ça se fait dans un laps de temps très court. On ne parle pas d'un truc qui a été décidé il y a 50 ans. Donc, en fait, les politiques publiques changent du tout au tout dans un laps de temps très court, ce qui fait que les acteurs, la chaîne de valeur, elle a beaucoup de difficultés à s'adapter. Qu'en plus, on va sur un terrain où on a des concurrents asiatiques qui sont très bons, et notamment les Chinois. Et donc, du coup, ça fragilise l'ensemble du secteur, ça fragilise l'ensemble de la chaîne de valeur, et ça pose des problèmes d'emploi, des problèmes sociaux, des problèmes aussi pour les finances publiques, parce que du coup, les gens, on l'a montré d'ailleurs dans l'étude, les gens ne croient pas que 2035, ce sera 100% électrique ou rien. C'est-à-dire qu'ils pensent que d'ici là, les règles auront changé. C'est-à-dire que les gens ne croient plus aux décisions publiques. On l'a vu sur les ZFE. On fait les ZFE, on revient en arrière. Ta vision est géniale là-dessus parce que tu as les deux pieds aussi en politique. Tu es totalement investi. Je suis maire, élu local. Et voilà, mais tu es un élu local. Tu les vois, les actions portées au quotidien. Tu les suis de toute façon et tu es le premier impacté. C'est toi qui mets en place localement toutes ces politiques ou qui les subis. Tu penses qu'il va y avoir, avec toutes les élections en cours, dont l'élection présidentielle l'année prochaine, tu penses qu'il va y avoir un peu plus de stabilité dans la politique sur les mobilités et le verdissement du parc neuf, c'est-à-dire qu'on prend la décision sur ce qui va s'acheter et pas sur ce qui est déjà en circulation. Tu penses qu'il va y avoir une plus grande stabilité ? Les écologistes vont peut-être perdre beaucoup de leur siège, ou peut-être pas du tout. Mais il n'y a pas des indicateurs là-dessus. Je ne peux pas te répondre à cette question, je ne sais pas du tout. Ce que je sais simplement, c'est que la mobilité, parce que c'est le quotidien de tout le monde, de tous les Français, de toutes les Françaises, la mobilité est au cœur du débat public.
c'est un sujet éminemment Tu politique. le vois sur les municipales aussi, du coup. Oui, Tu es en pleine élection en ce moment, tu es en pleine campagne. C'est un sujet politique, mais au sens débat de société, c'est très bien d'ailleurs. Quelle place pour la voiture en ville? Tous ces sujets sont extrêmement passionnants. Quelle place pour le transport public? Elle avait perdu sa place, hein, parce que à part quelques automobilistes dans les très grandes villes, c'est un débat que je n'ai, lors des dernières élections, c'était plus une blague, une boutade vers certaines mairies. Que un débat, je trouvais, de fond. Je pense que les gens n'avaient peut-être pas pris la teneur ou l'importance que ça allait avoir dans notre quotidien, l'impact des décisions locales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en fait, il y a deux niveaux, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le niveau local, où on va dire que c'est, en gros, organiser l'espace public pour les mobilités, quelle place pour la voiture, les places de stationnement, quelle place pour le vélo, quelle place pour les transports publics. Donc ça, ce sont des choix qui sont portés par les élus locaux, qui vont parce que les autorités organisatrices de la mobilité, ce sont les élus locaux. Donc c'est eux qui organisent la mobilité sur leur territoire. Leur rôle est crucial. Leur rôle est crucial. Et c'est un sujet qui est clivant, parce qu'évidemment, on avait fait une étude là-dessus, on avait parlé de la fracture automobile en France, c'est-à-dire qu'il y a deux France qui ne se comprennent plus quand on parle de la voiture. C'était en 2024 C'était c'était un petit peu avant. C'était un petit peu avant. C'était début des années 2020. Ah, ok. Donc, en fait, il y avait deux France qui ne se comprennent plus quand on parle et c'est toujours d'actualité, de la voiture. Il y a d'un côté la France des métropoles qui considère que la voiture est dangereuse, polluante, prend de l'espace dans l'espace public, un objet dont il faut se débarrasser. Voilà. Et puis, dans les zones périurbaines et rurales, la voiture, c'est le seul objet pour aller travailler, faire ses courses, emmener les enfants à l'école. Et quand on parle de voiture, ces deux France, elles ne se comprennent plus, en fait, parce qu'elles ont des visions opposées de la place de la voiture dans la société. Et donc, c'est des sujets qui sont crispants, clivants, et qui sont au cœur du débat des élections municipales partout en France, enfin surtout dans les grandes villes d'ailleurs. Et puis après, tu as le deuxième niveau qui est le niveau national et supranational, européen, parce que l'interdiction de la vente des voitures thermiques en 2035, c'est une décision européenne, c'est le Green Deal européen, pour faire qu'en 2050, il n'y ait plus que des voitures électriques sur nos routes. Et donc ce sujet-là aussi, il est très important parce que, évidemment, il impacte toute la chaîne de valeur, toute la filière automobile, et puis aussi, il est instable. On a vu qu'il y a des assouplissements qui ont été apportés en 2035. Oui, voire des abandons non déclarés. Pour l'instant, des assouplissements. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est du côté de l'automobiliste, on a plus des 2/3 des automobilistes en Europe qui nous disent non, ça n'ira pas au bout. Et donc, si on se place à la place de quelqu'un qui a une voiture aujourd'hui et qui envisage de changer de voiture, il est complètement perdu, en fait. Il ne sait plus si c'est le 100% électrique, si c'est l'hybride. Et donc, quand tu es perdu, quand tu es dans le flou, si tu roules dans le brouillard demain, si tu es au volant et que tu vois rien, tu vois pas à 20 mètres, qu'est-ce que tu fais? Tu ralentis, en fait. Parce que c'est dangereux. C'est ce que font les automobilistes. Ils ralentissent dans l'achat de voitures neuves. Et donc, pour répondre à ta question initiale, les deux leviers principaux que l'on voit, c'est un, des véhicules plus abordables, moins chers, et deux, plus de stabilité dans les politiques publiques, parce qu'il y a un brouillard réglementaire qui fait que les automobilistes sont perdus et que du coup, ils préfèrent soit attendre, soit se tourner vers du VO pour payer moins cher. Ah, voilà. Quelle transition. Mais on voit l'homme de médias. Même si on parle pas football du coup. Voilà, c'est ça. Mais on peut. Alors là, il nous faudrait plusieurs heures. Et alors là, avec grand plaisir. Le VO est devenu le marché du particulier. Oui. Cette tendance-là risque d'être compliquée à inverser pour le VN, sauf action très, très agressive sur les prix. Oui, alors, clairement aujourd'hui le marché du VO, qui a toujours été d'ailleurs, c'est un peu une spécificité française quand même quand on regarde les autres marchés européens, le marché du VO au particulier a toujours été surdimensionné par rapport au marché du VN au particulier. C'est vrai. Ça a toujours été le cas. Nos voisins ne sont pas du tout calibrés de la même manière. Non, pas autant. Après, il y a petit à petit un rapprochement, enfin les écarts se resserrent, mais c'est vrai qu'on est quand même en France champion du VO et tout laisse penser que ça va continuer comme ça, parce qu'en fait, au-delà des éléments que j'évoque, les prix, la réglementation, etc., il y a aussi une évolution dans la perception de la place de la voiture dans nos sociétés. Pour le dire très simplement, aujourd'hui, la voiture n'a plus ce côté statutaire qu'elle avait avant. C'est-à-dire que je réussis dans la vie, je gagne correctement ma vie, et je veux montrer à mes voisins que j'ai réussi, à ma famille que j'ai réussi, donc je vais acheter une belle bagnole neuve. Ça, c'est plus une motivation à l'achat, en fait. Le côté statutaire n'existe plus. Alors, les gens achètent une voiture pour se faire plaisir, c'est-à-dire qu'ils aiment bien la voiture, ils aiment son design, etc. Mais la notion de plaisir est très différente de la notion statutaire. Alors que dans des pays émergents comme
La Chine, mettons, hein, en tout cas, dans les comme marchés... des pays dominants comme la Chine. En fait, non. L'idée, c'est plutôt de dire que dans les marchés où tu as encore beaucoup de primo-acquisition, Oui, bien sûr. c'est-à-dire que ceux qui achètent une voiture neuve l'achètent pour la première fois de leur vie. Totalement, on ne peut pas parler de marché de mature. Il est en train de devenir mature, mais ouais. c'est vrai que sur ces marchés-là, les marchés en développement, on va le dire comme ça, on voit que la question du statut social est très importante. C'est-à-dire que je réussis et j'achète enfin une voiture neuve. Et là, je fais partie des rares à acheter une voiture neuve. Donc, ça n'existe plus en France. Donc, le fait d'acheter une voiture d'occasion, c'est même perçu aujourd'hui comme étant l'achat malin. Oui. Où, voilà, on va éviter acheter la décote. C'est une remarque en disant, voyons que tu vas prendre 20% de décote. Donc, du coup, oui, je pense que le marché de l'occasion a encore un très, très beau potentiel. Et même, je vais aller plus loin, le marché du VO ancien, oui. Lui, il a encore un potentiel, à moins du VO de plus de 10 ans, a un gros potentiel. C'est un message que l'on a toujours porté. C'est un message qui nous a toujours animés au sein de la communauté Univers VO. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de nos partenaires se sont structurés en ce sens. C'est d'aller chercher les véhicules kilométrés et plus anciens. Mais là, j'ai envie même de parler d'un autre sujet. On l'avait abordé en off juste avant autour d'un café. C'est le 0 km. La question qui peut se poser pour le constructeur demain, c'est comment tu raccourcis le temps de détention d'un neuf pour aller plus rapidement possible et garder la main sur le VO. Peut-être que si tu veux augmenter les volumes, il faut utiliser un système, transformer tes tactiques en une vraie stratégie, tes immatriculations tactiques, pour en fait devenir fabricant de véhicules neufs pour un marché capable de les porter, parce qu'ils vont les amortir, alors que le particulier n'amortit pas cet investissement-là. Donc le laisser aux professionnels, le VN, et raccourcir le chemin pour que de tes usines, tu arrives le plus vite possible sur le VO. Oui, bien sûr, parce qu'il faut toujours rappeler que tu ne peux pas avoir de marché du VO dynamique ou sain ou bien portant, si je puis dire, si tu as un marché du VN qui est durablement impacté. Parce que ça t'arrête ton sourcing, évidemment. Parce qu'il y a plein d'externalités négatives. Et donc, évidemment, les constructeurs sont liés par les deux bouts de la chaîne, en quelque sorte. Donc, évidemment, et je pense d'ailleurs, et on commence à le voir, qu'effectivement, les constructeurs vont retrouver les bons vieux réflexes qu'on a connus par le passé, d'IMAT, tactiques, qui vont peut-être réutiliser un peu plus aujourd'hui. On appelait ça la planche à carte grise. Ça est toujours d'actualité d'ailleurs. Premier fabricant de VO. Voilà, c'est ça. et je pense que ça va réalimenter effectivement le VO récent et que du coup, ils pourront aller chercher des particuliers sur ce segment-là. Il n'en reste pas moins que, in fine, effectivement, malgré tout, je pense que le VO kilométré ancien, qui va repasser un peu en usine, qui va pouvoir être reconditionné, a un beau potentiel de développement. Quand on regarde, il y a la CEA qui a sorti une étude en janvier qui prend le parc roulant automobile en Europe, 250 millions de véhicules, avec les parcs par pays, et ils mettent l'âge moyen du parc. On voit que quand nous on est à 11 ans, on a encore un potentiel de croissance énorme par rapport à d'autres pays qui sont plutôt à 15 ou 16 ans. Alors c'est plutôt la Pologne évidemment, mais on voit quand même que l'âge moyen du parc n'arrête pas de vieillir. On était à 9 ans il y a 10 ans, on est passé à 10 ans, à 11 ans, bientôt 11 ans et demi, bientôt 12 ans. Et on va aller tout doucement vers les 12 ans, 13 ans, etc. Donc oui, le potentiel, à mon avis, est quand même important. Ce qui est important pour l'automobile, c'est d'être rassuré finalement sur la qualité du véhicule. On sait bien que sur le VO, c'est ce qui inquiète le plus. Et ça, c'est un message tellement important envers les politiques publiques qui ont voulu raccourcir ce délai de détention en imposant. Alors évidemment qu'il y avait une recherche écologique, une recherche de protection de l'environnement, mais il y a eu des dispositions et ça n'a pas raccourci le temps de détention. Non, au contraire, il ne fait qu'augmenter. Ça veut dire que ça ne marche pas par ce biais-là. Il faut, comme tu le dis, recréer la confiance. C'est une des plus grosses infos que tu récupères sur l'étude, c'est-à-dire que le marché a besoin au-delà du prix, etc., il a besoin de réavoir confiance en l'achat d'un véhicule. Oui, bien sûr. Il a besoin aussi d'avoir confiance dans l'environnement qui tourne autour de la voiture. Enfin, en 2025, de mémoire, mais les règles sur le bonus écologique ont changé 3 fois dans l'année. Il y avait les règles au 1er janvier, ça a changé au 1er juillet, et en octobre, ils ont rechangé les règles. Bien sûr. C'est pas possible, plus personne n'y comprend rien. Donc à un moment donné, si tu veux créer les conditions de la confiance, il faut effectivement un minimum de visibilité et de stabilité. J'ai une question là-dessus. Parfaite. Je suis anti-subvention. C'est un point de vue. Je considère qu'un marché doit apprendre à s'autogérer et qu'il n'a de capacité pérenne que s'il est capable lui-même d'exister. Est-ce que tu penses aussi que ça va être la fin de cette dynamique de subvention, que cette incompréhension envers les bonus, envers les malus, envers le droit à l'accès à une mobilité en tant que primo-accédant d'un véhicule 100% électrique, est-ce que tu penses que ça, on va tendre vers la fin de cette
terre-là, ou qu'au contraire, pour relancer le marché, toi, tu penses qu'il faut que l'État soit toujours partie prenante de la décision? De toute façon, quand l'État intervient, ça crée des distorsions de marché qu'on paye tôt ou tard. C'est-à-dire que quand on avait eu la prime à la casse Sarkozy, alors il y avait eu les jupettes, les balles à durette à l'époque, ça s'appelait comme ça. Moi, je me souviens de ça très bien. C'est pour rappeler le souvenir aux anciens. Non, ce n'est pas une critique. Voilà, ça s'appelait comme ça. Ça s'appelait comme ça, ce n'est pas de ma faute, je plaide non coupable. Ouais, ça paraît un peu macho, je veux dire. C'est pas de ma faute, c'était comme ça à l'époque. Mais la prime à la casse de Nicolas Sarkozy, ça crée des distorsions parce qu'on a des anticipations, des immatriculations par anticipation qu'on n'a pas les années qui suivent. Donc de toute façon, mécaniquement, quand on met des incitations à l'achat, ça crée des distorsions qu'on paye par la suite. Mais ensuite, deux remarques. Un, je serais plus pondéré sur le fait qu'il ne faut jamais de subvention. Si on considère que on va aller pour une raison X ou Y, alors là environnementale, sur l'électrique, et que l'électrique est trop coûteux au départ pour les automobilistes, c'est pas absurde de se dire que les pouvoirs publics essayent d'influer sur les ventes, de faire en sorte que on oriente les comportements vers des comportements plus vertueux, si on considère qu'ils sont plus vertueux. Voilà. Donc ça, c'est le sens des politiques publiques. Si on considère, je dis n'importe quoi, que le tabac, c'est mauvais pour la santé, ce qui est le cas, et que ça coûte très cher à la Sécu, ce qui est le cas, les politiques publiques doivent faire en sorte de diminuer la consommation de tabac. Et de la même façon, si on pense que c'est bon pour quelque chose, on doit orienter là. Je crois dans les mesures plutôt dissuasives. Je ne crois pas, parce que de toute façon, ça vient de la poche du contribuable. Alors, c'est ça. Et du coup, donc sur le principe, moi, je ne suis pas hostile par principe à des mesures incitatives sur le plan financier. Ensuite, la vraie force de rappel, c'est qui paye. Parce que l'état des finances publiques fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de marge de manœuvre financière pour pouvoir subventionner massivement ces politiques-là. En fait, qui paye, c'est l'automobiliste qui paye avec les certificats d'énergie. Exactement. Donc l'État a trouvé aujourd'hui la solution de prendre dans la poche gauche pour remettre dans la poche droite. Alors, c'est pas forcément les mêmes, mais... c'est pas toujours les mêmes poches, mais du coup, je pense que ça va perdurer, puisqu'il a trouvé un moyen de faire payer quelqu'un d'autre que l'État lui-même sur ses subventions. Donc je pense que ça va continuer. Ce qui est sûr, c'est que si ça s'arrête, les ventes d'électrique auront du mal à rester autour des 20% aujourd'hui. Oui, on en revient à la notion de prix. Oui, comment tu produis un véhicule moins coûteux. Après, l'année dernière, l'Allemagne avait arrêté ses subventions et ils ont quand même eu une augmentation forte des ventes de véhicules électriques parce que les constructeurs ont élargi leur offre. Donc voilà, moi encore une fois, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait en termes de politique publique. Ce que je sais simplement, c'est qu'il faut arrêter de changer tout le temps les règles parce que c'est très très négatif. Stabilité dans les règles et clarté. Encore une fois, et clarté. Exactement. Il faut une vision. Comme tu parlais de brouillard, c'est la parfaite image. Que ce soit simple. Exactement. Qu'est-ce qu'une petite vision positive des choses, qu'est-ce que tu as pu tirer de l'étude qui nous laisse à penser qu'on peut tendre vers des jours meilleurs? Deux choses. D'abord, l'industrie automobile en a connu d'autres des crises en fait. Donc c'est pas la première, c'est pas la dernière. Et l'industrie auto a toujours su se réinventer. Capacité de résilience qui est incroyable en fait quand on réfléchit bien. Donc moi je pense que à la fois du côté des équipementiers, même les constructeurs, je dis même les constructeurs parce que souvent ils ont une taille critique plus importante, mais les équipementiers, les constructeurs et les distributeurs ont une capacité de résilience qui est incroyable. Donc je pense qu'elle va se réinventer, elle continue de se réinventer et que donc elle traversera cette crise, même si là c'est quand même assez compliqué. Le deuxième élément peut-être, c'est que, et je le disais tout à l'heure en début de l'entretien, c'est qu'il y a des besoins de renouvellement, ça reste quand même de la mécanique et qu'à un moment donné, il faudra bien que ceux qui ont des très vieux véhicules change de voiture. Donc je veux rester positif. Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir touché un point bas. On peut difficilement descendre en dessous d'1,6 million. Franchement, ça me paraît compliqué. Et que les raisons de croire à un rebond sont plus nombreuses que de croire à une baisse supplémentaire. Donc je pense vraiment qu'on est sur un niveau historiquement bas, mais je ne vois pas pourquoi on descendrait plus bas. Voilà, sur le scénario 2026, on est plutôt sur 1,650 million, 1,7 million. C'est pas euphorique, mais on descendra pas plus bas. Tu l'as dit, on a besoin du VN pour que le VO fonctionne et que les deux communiquent. Il me reste à te remercier. Merci pour ton à toi. Temps, avec plaisir, toujours. Pour toutes tes infos. Et on se dit, du coup, au plus tard à l'année prochaine pour la prochaine étude et le meilleur pour les élections. Merci beaucoup, Julien. À très vite. À bientôt.